Bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire organisé par Nestlé Health Science. Merci d'avoir été si nombreux à vous inscrire. Je suis Nadège Pichon, responsable médicale en charge de la nutrition entérale pédiatrique et de modulène pour le laboratoire Nestlé Health Science. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir nos 2 orateurs, le docteur Isabelle Nion-Larmurier, gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et le professeur Franck Rumeleux, pédiatre gastro-entérologue à l'hôpital Necker à Paris. Le webinaire s'intitule «La nutrition au cœur de la prise en charge de la maladie de Crohn, quelle stratégie en 2025?» Il y aura 2 parties, avec une première partie animée par le docteur Nion-Larmurier qui présentera la place de la nutrition chez l'adulte dans la maladie de Crohn en 2025, qui fera un point sur les recommandations des saucisses-savantes, également sa pratique à l'hôpital Saint-Antoine, et le professeur Rumeleux en deuxième partie, qui nous parlera sur un aspect pédiatrique des résultats de l'étude CDOP dans le traitement d'entretien nutritionnel. Pour les modalités pratiques, vous pouvez poser vos questions via le chat tout au long de la session. Nous aurons une session de questions-réponses dédiée en fin de présentation. Je laisse maintenant la parole au docteur Nion-Larmurier pour la première partie. Bon webinaire, à tous. Merci beaucoup. Nous allons donc débuter sur la place de la nutrition de la maladie de Crohn en 2025. Il faut savoir que 2024 a été une grande année puisqu'il y a eu des mises au point de la nutrition des sociétés européennes, françaises et américaines sur la place de la nutrition dans les maladies inflammatoires. Alors, pour mieux parler de la nutrition, on va partir d'un petit cas clinique, donc d'une patiente qui a une maladie de Crohn iliale qui est sous budesonide, qui a un syndrome d'obstruction du grêle, un Koenig, qui est en dénutrition modérée avec un BMI à 17,9, a une anémie ferriprive avec une ostéopénie. En endoscopie, on note une sténose de l'anastomose, comme vous pouvez le voir à gauche avec des ulcérations, et à droite, on voit donc, on visualise une sténose à l'IRM avec une rétrodilatation. Que lui proposer au niveau nutritionnel? Et je pense que c'est très important puisque la place de la nutrition est une place de choix dans la prise en charge de la maladie de Crohn de l'adulte. Il faut dépister et prendre en charge la dénutrition qui touche encore 10% des patients. L'objectif étant un maintien du poids avec un objectif en kilocalories à 30-35 et un objectif en protéines majoré par rapport aux besoins de la population générale à 1,2-1,5 en protéines. Il faut dépister et de façon systématique corriger les carences en folate, en fer, zinc et vitamine D. Et j'insisterai énormément sur la correction de l'anémie par carence martiale, voire de la carence martiale. On privilégie toujours la voie orale s'il y a une carence modérée et la maladie est peu sévère, on tolère bien le traitement, et sinon par voie intraveineuse dès lors qu'on a une anémie avec une hémoglobine inférieure à 10. Il n'y a aucune place pour aucun complément alimentaire quel que soit, notamment l'huile de poisson, le curcuma. Et quand dans ce cas particulier il existe une sténose, soit d'une anastomose, soit une sténose iléale chez quelqu'un de non opéré, on peut proposer ce qu'on appelle le régime sans bouchon, ce que les Américains dans leurs recommandations figure sur la petite image à droite, c'est-à-dire tout ce qui est très filandreux et qui peut provoquer une occlusion mécanique. Si on doit proposer des compléments nutritionnels, on peut soit proposer des compléments nutritionnels oraux, soit le modulène. La prise en charge de la carence martiale fait l'objet d'une recommandation à part ECHO, mais aussi de la société française, avec la nécessité d'une correction d'une carence martiale dès lors que la ferritinémie est inférieure à 30. Et vous le verrez en haut à droite, le nombre de la quantité de perfusion nécessaire en fonction du poids de l'individu et du taux d'hémoglobine. Dès lors qu'on a une dénutrition, on privilégie toujours la voie orale à la voie entérale, puis la voie parentérale. Le choix dépend toujours des possibilités qu'a le patient de s'alimenter, de l'état de son tube digestif. La nutrition médicale thérapeutique, c'est des compléments nutritionnels oraux, puis la nutrition orale avec des produits standards polymériques. La voie parentérale, quant à elle, est réservée vraiment en cas d'obstruction digestive, de malabsorption sévère ou d'échec de la nutrition. Et dans tous les cas, ça nécessite une prise en charge diététique.
L'ostéopénie et l'ostéoporose doivent être recherchées et traitées selon les recommandations en vigueur de l'HAS chez l'adulte. Un rôle particulier de la vitamine D a été évoqué, notamment chez les patientes dans la Nurse Health Study qui présentaient un taux le plus élevé possible, avaient moins de chances de développer une maladie de Crohn, mais ça reste à définir. Chez notre patiente, elle a continué à son entocorte, elle a continué à fumer et elle a consulté en urgence pour des douleurs abdominales, des vomissements, de la fièvre, une perte de 5 kilos en 15 jours. Il existait cliniquement une masse inflammatoire en fosse iliaque droite. Elle avait perdu du poids, elle avait un syndrome inflammatoire avec une CRP à 150, une anémie, une hémoglobine à 9 et une hypoalbuminémie. Et comme vous pouvez le voir dans le schéma à droite de l'IRM, il existait donc toujours l'attente inflammatoire très inflammatoire avec un abcès. On peut y voir les petites bulles d'air dans l'abcès. Alors, que préconiser ? Dans tous les cas, dans un premier temps, on peut discuter avec les radiologues un drainage radiologique qui doit être réalisé, si c'est possible, sous échographie dès lors qu'on a un abcès supérieur à 3 cm. On y associe une antibiothérapie à large spectre et une nutrition entérale, qu'on essaye toujours entérale et en cas d'échec parentérale exclusive. Bien sûr, il faut profiter d'un sevrage tabagique. Alors, la nutrition entérale chez l'adulte est efficace, mais n'est pas recommandée en première ligne, sauf quand il existe un refus ou une contre-indication à une biothérapie. C'est un peu différent par rapport à la forme pédiatrique, comme vous le verrez après. Donc, nous, ce n'est pas un traitement de première ligne. Mais dans le cas particulier de notre cas clinique, la nutrition entérale est un traitement de première ligne parce qu'il s'agit d'une forme compliquée d'un abcès et doit être proposée en première ligne et la nutrition parentérale ne sera évoquée qu'en cas d'échec et ou d'intolérance de la nutrition entérale. Alors, la nutrition entérale, il faut qu'elle soit exclusive au moins 6 semaines et elle est efficace puisqu'on sait dans les vieilles études de la littérature qu'elle permet une cicatrisation muqueuse et une amélioration nutritionnelle et de la croissance. Donc, pour ce faire, on utilise le modulène avec toujours des besoins énergétiques comme on avait vu à 1,2-1,5 kilocalories. Comme vous le voyez en bas de la diaporama, on fait à peu près de 6 semaines. Par voie orale exclusive sont autorisés l'eau, le thé, le café, les tisanes. On peut soit le proposer en température ambiante, soit réfrigérée. C'est isocalorique, il ne faut pas le chauffer. Et quand on verra quand au terme du bilan, on voit qu'on peut reprendre une alimentation, on reprend une alimentation progressive avec, s'il y a une sténose, un régime sans bouchon. Il n'y a pas besoin de rajouter des vitamines et des micronutriments, sauf si vous avez recours à la nutrition parentérale. Alors, la nutrition entérale, dans cette étude, on voit qui était donc en exclusive. Alors là, c'était au bout de 12 semaines. Des patients ont eu de la nutrition entérale. Ils avaient une attente très inflammatoire. Ce n'était pas compliqué d'un abcès, mais on remarque quand même que 46% des patients qui ont réussi à maintenir la nutrition entérale au terme des 12 semaines sont en rémission complète avec une diminution nette de l'inflammation. Donc, c'est efficace. C'est un autre avantage, mais on le verra plus tard en préopératoire. Donc, vous refaites au terme de 4 à 6 semaines, mais plutôt 6 semaines, une nouvelle imagerie avec une analyse, une évaluation clinique et biologique. Si le choix du traitement médical ou chirurgical va dépendre de plusieurs facteurs. Du premier facteur, de la longueur de l'atteinte. Si vous avez une atteinte inflammatoire extrêmement étendue, il faut essayer de privilégier le traitement médical et en premier lieu les anti-TNF. En revanche, si vous avez une atteinte courte et a fortiori si vous avez toujours l'abcès, il faudra recourir à la chirurgie. Alors, la nutrition entérale, on a vu, elle est efficace pour diminuer l'inflammation, passer le cap de l'abcès, mais elle est aussi efficace pour prévenir les complications post-opératoires. Et d'ailleurs, la Société française recommande, Je t'aide, recommande d'avoir recours à de la nutrition préopératoire pour diminuer ce risque. Dans cette étude, il y a donc deux groupes. Le premier groupe avait eu une nutrition entérale exclusive préopératoire de 6 semaines. L'autre groupe a eu la chirurgie directement. Donc, la nutrition entérale a permis, comme vous voyez dans le tableau à droite, une réduction nette des complications post-opératoires, en particulier des lâchages de sutures. Et surtout, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les patients, c'est le filet orange. Ça a prévenu l'apparition, la nécessité de faire des stomies, ce qui est important. Donc,
La nutrition entérale, vraiment, dans ce cas particulier de maladie de Crohn iléale compliquée, a toute sa place et doit être proposée. Alors, si on va au plus loin dans la nutrition, vous savez, il y a beaucoup de patients qui vont vous demander est-ce qu'il existe des régimes d'exclusion anti-inflammatoires. Je pense qu'il faut leur dire qu'à ce jour, en ce moment où nous nous parlons, aucune société savante ne préconise, enfin, considère qu'un régime d'exclusion a montré son efficacité pour induire une rémission clinique dans la maladie de Crohn chez l'adulte. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de régimes ont été publiés, notamment le CDED, le Crohn's Disease Exclusion Diet, qui consiste à l'exclusion d'aliments potentiellement inflammatoires associés à de la nutrition entérale et qui a montré son efficacité, on le verra plus tard, chez les enfants et aussi chez les adultes. Actuellement, il existe une étude en cours pour montrer sa place dans la prise en charge de la maladie de Crohn, qui est l'étude Paradise, et on peut proposer chez certains patients avec une atteinte étendue, extrêmement réfractaire, ce régime sous forme de Modulife. D'autres régimes ont aussi été publiés. Et très récemment a été communiqué au dernier congrès européen ECHO, mais aussi l'année dernière, un nouveau régime anti-inflammatoire qui serait plus simple, qui se base un peu sur le CDED, mais qui est seulement sur l'exclusion d'aliments, donc tout ce qui est ultra-process, alimentation transformée, toutes les graisses animales, que ce soit les viandes ou les produits laitiers, et le gluten. Et ils ont évaluer, alors c'est là où ça peut être discutable parce qu'ils ont pris des patients qui étaient en poussée et l'objectif principal, le critère principal, c'était la tolérance à la semaine 8. Donc on se doute bien que par rapport à une nutrition entérale exclusive et ce régime, la tolérance est meilleure, mais on a une petite tendance d'amélioration de la calprotectine. Donc à voir. L'autre versant extrêmement important de la nutrition dans la maladie de Crohn, et je pense que c'est très, très important à en discuter pendant les consultations chez les patients qui ont une maladie de Crohn, tant pour eux, mais aussi pour prévenir probablement la survenue de maladies de Crohn dans leur descendance. Mais ça, je laisserai mon collègue plus en parler éventuellement. C'est le rôle de l'alimentation dans l'incidence de la maladie. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a probablement des facteurs alimentaires qui sont associés à la survenue des maladies inflammatoires, notamment une alimentation riche en acides gras polyinsaturés N-6 et pauvre en N-3, qui est associée à une augmentation de la prévalence des MICI. Et à l'inverse, une alimentation riche en fruits et légumes semble protectrice, en tout cas pour la maladie de Crohn. La vitamine C semble également avoir un effet protecteur, de même que l'allaitement. Donc, si on regroupe toutes les études de la littérature, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est vraiment délétère pour les maladies inflammatoires, ce sont les graisses animales, les acides gras polyinsaturés, les sucres raffinés, ce qu'on appelle la malbouffe, tout ce qui est ultra transformé, les fast-foods et les boissons sucrées. Et ce qui est bénéfique, c'est les poissons, les acides gras N-3, les fruits et les légumes. Et aussi, plus que la nature de l'aliment, ce qui est important, c'est la proportion. Et notamment, il faut augmenter la proportion de façon non négligeable sur les fruits et les légumes. Alors, l'autre élément important, c'est l'influence des aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, c'est une vieille histoire. La bière, c'est autant des Gaulois, c'est un aliment ultra transformé. Mais ce qu'on va essayer d'éviter, c'est les aliments hautement transformés. C'est la phase 4 de la classification NOVA. C'est la classification qui fait foi sur les aliments ultra transformés, qui est accessible sur Open Food Facts. Les aliments ultra transformés, les additifs alimentaires, donc c'est tout ce qui est rajouté pour augmenter la palatabilité, la consistance, la durée de vie, agirait pour, notamment donc, après ces études expérimentales sur des souris knockout nourries avec certains caragéanes, réduirait la barrière intestinale, permettant l'envahissement des bactéries vers la lamina propria, modifiant le microbiote et augmentant les colites. Donc, clairement, un effet néfaste. Par contre, très peu d'études sur l'effet direct de des alimentations ultra transformées et la survenue d'une maladie de Crohn. Donc, vous avez cette étude aussi récemment publiée d'une cohorte prospective monocentrique où les patients ont été suivis pendant 12 mois,
patients étaient en rémission clinique, sans corticoïdes. Ils avaient des questionnaires alimentaires tous les 3 mois et on regardait s'il y avait une association sur la consommation d'aliments ultra transformés et la survenue de rechutes. Et donc, effectivement, il existe une association significative entre la survenue de rechutes et la consommation d'aliments ultra transformés, en particulier les pains, les pâtisseries et les féculents. Ce qui conduit toutes les principales recommandations des sociétés savantes de préconiser ces recommandations alimentaires, et je pense qu'on doit transmettre ces messages à nos patients. Il faut un régime riche en fruits et en légumes, en oméga 3 et pauvre en oméga 6. C'est associé à un risque diminué de développer une maladie inflammatoire, qu'il faut essayer de proscrire la nourriture ultra transformée et les émulsifiants alimentaires qui peuvent être associés au risque de MICI. Dans le cas particulier des RCH, il faut enlever en plus la viande rouge. Et on parle aussi de certains colorants alimentaires. Tout ceci s'apparente au régime dit méditerranéen qui, je vous rappelle, fait partie des recommandations en santé en France. On pourrait ainsi proposer une pyramide alimentaire qui est celle du régime dit méditerranéen, qui associe donc une grande part de fruits et de légumes, avec des féculents et des légumineuses, avec une alimentation variée de saison la moins transformée possible, associée bien sûr à une activité physique régulière, parce qu'on a vu que dans les maladies inflammatoires, c'est efficace, et en choisissant les bonnes protéines, plutôt d'origine de poissons riches en oméga 3, et en modifiant bien sûr l'alimentation en fonction qu'il existe ou non une poussée. Donc on privilégiera les fibres sous forme de purée et de potage en poussée, alors que plus en tant que fibre en elle-même quand il n'y a pas de poussée. Donc, en conclusion, je pense que la nutrition reste un élément extrêmement important dans la prise en charge des maladies de Crohn, avec un dépistage de la dénutrition et une prise en charge adaptée. Il n'y a aucun régime particulier qui doit être recommandé, sauf en cas de sténose intestinale. On a vu donc le régime sans bouchon. Il faut éviter les erreurs de régime, puisque actuellement beaucoup de patients restent en régime sans régime prolongé, continue le sans sel strict avec les corticoïdes et divers régimes d'exclusion qui n'ont pas lieu d'être, en particulier le sans gluten. Il ne faut pas proposer de supplémentation systématique en vitamines, mais il faut chercher systématiquement, dépister au moins 2 fois par an, en particulier la ferritine, la vitamine B12 et la vitamine B9. Conseiller une alimentation et un mode de santé sain, en privilégiant les aliments naturels non transformés et plutôt de type méditerranéen, pour soi et pour la descendance. Quand on parle de nutrition médicale thérapeutique, c'est des compléments nutritionnels oraux ou la nutrition entérale de type modulène. Et la nutrition entérale exclusive, ça a sa place vers le modulène. Quand on a une maladie de Crohn du grêle sténosante compliquée, par un abcès par exemple, ou quand il existe une contre-indication aux corticothérapies ou aux biothérapies. Et dans tous les cas, ça nécessite un accompagnement par une diététicienne. Je laisse ma place. Voilà, formidable. Un grand merci Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Merci à l'équipe de Nestlé de monter ce séminaire aujourd'hui. Et ça fait très plaisir d'être tête à tête, entre guillemets, avec vous, même si je ne vous vois pas, mais vous êtes très nombreux. Et reprendre après Isabelle qui vous a fait un tour assez complet au niveau de la prise en charge des patients adultes avec maladie de Crohn. Comme vous le savez, en pédiatrie, c'est un peu différent et je veux utiliser des données d'une étude qui vient se terminer, qui s'appelle CDOP, pour introduire un sujet qui va au-delà de ce que nous venons de discuter, c'est-à-dire le traitement d'induction, un traitement d'attaque des maladies inflammatoires, de la maladie de Crohn, mais plutôt d'un traitement sur la durée. La petite diapo obligatoire. Alors, je veux rebondir sur ce qu'Isabelle vient de nous dire sur la survenue de la maladie de Crohn ou de MICI sur ces diapos en global, Crohn et RCH, qui malheureusement nous sommes toujours en phase ascendante, c'est-à-dire il y a de plus en plus de nouveaux patients.
Donc l'incidence augmente et on prévoit une stabilisation d'ici 5 à 10 ans où la prévalence qui monte suite à l'incidence qui a augmenté va atteindre peut-être vers les années 2050 un plateau pour avoir un nombre de patients relativement stable sur la durée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en chiffres? Ça veut dire que nous voyons une augmentation des patients tout au long des années à venir. Si on regarde en 2010, il y avait autour de 300 000 patients en France. En 2020, nous avons franchi la barre de 500 000 et en 2030 est attendu un taux de patients à peu près 1% de la population, donc plus que ou pratiquement 700 000 patients. Cette augmentation n'est pas européenne ou franco-française, elle est mondiale. Comme vous voyez dans cette publication, je vous ai extrait ce tableau avec un chiffre pratiquement doublé entre 2010 et 2030. Donc c'est inquiétant, mais bon, il faut savoir où est-ce qu'on va pour la prise en charge de patients. Il faut monter les ressources nécessaires et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette augmentation de patients. Bon, le facteur de l'environnement est bien établi, même si ça n'explique pas toute la maladie. Et dans l'environnement, surtout l'alimentation. Bon, je ne vais pas reprendre ce qu'Isabelle vient de vous expliquer autour de la diète dite Western Diet, ou Isabelle avait dit, je crois, malbouffe. C'est à peu près synonyme, riche en sucre rapide, riche en gras. Et on voit des études épidémiologiques confirmer cette notion de risque de développer la maladie dans les pays qui ont un mode de vie qui était différent de mode de vie du monde industrialisé, les pays d'Asie par exemple, où l'incidence augmente et ça parallèle effectivement l'alimentation, des types d'alimentation qui se rapprochent de plus en plus du mode Western Diet. Donc, une des questions autour de l'alimentation est posée régulièrement en consultation et pour les gastro-entérologues, effectivement, c'est une des questions les plus difficiles pour répondre pour les patients. Et je rejoins parfaitement le résumé d'Isabelle qui a un besoin d'aide professionnelle par les diététiciennes pour guider les patients qui sont souvent un peu perdus de qu'est-ce qu'on doit faire côté alimentation et qui ont parfois des attentes complètement irréalistes vis-à-vis de l'alimentation. Alors, en pédiatrie, Isabelle a introduit le sujet pour les pédiatres gastro-entérologues. C'est simple pour mes collègues, le traitement de nutrition entérale exclusif a fait ses preuves, ça fonctionne très bien pour induire la rémission. Pourquoi est-ce que c'est first line therapy en pédiatrie et pas chez les adultes? Parce que c'est une question de compliance. Et paradoxalement, les enfants ados, ils sont plus compliants que les patients adultes pour une simple raison, c'est la croissance. Parce que c'est un effet positif sur la croissance et ça évite l'effet négatif des corticoïdes. Et c'est une motivation extrêmement forte pour les jeunes qu'un patient adulte de 33 ans ou 52 ans n'a plus parce que la croissance, c'est plus un sujet. Par contre, c'est très difficile de s'astreindre, de rester avec une diète qui est que à base de lait liquide tous les jours pendant 6 semaines minimum, voire 8 semaines. Quand c'est une diète à une nutrition entérale partielle, ce n'est pas efficace. On essaie très bien pour induire la rémission. L'efficacité a été comparée dans pas mal d'études à d'autres médicaments. Aujourd'hui, on a ajouté la notion dans les recommandations des Spegane ECO en 2020 qu'on propose le traitement nutritionnel en première ligne pour tous les patients avec une maladie mild to moderate en anglais, donc modérée. Les cas les plus sévères ou des atteintes qui sont extraluminales sont peut-être moins susceptibles de répondre à un traitement nutritionnel en première ligne. C'est pourquoi on limite plutôt pour les moins sévères, mais il y a des patients très sévères qu'on traite également avec traitement nutritionnel, avec une efficacité qui est équivalente à la corticothérapie. C'est à travers de plusieurs études, ça date déjà un tout petit peu, plus personne n'a envie de faire une étude comme ça aujourd'hui parce que les données sont claires. L'efficacité d'induire une rémission est comparable entre corticoïdes et nutrition entérale en fonction des études. Vous voyez des chiffres de 60% qui peuvent aller jusqu'à 80% de taux d'efficacité pour chaque traitement. Mais ce qui est très différent, c'est les effets secondaires, le profil de safety et l'efficacité d'induire une rémission endoscopique, c'est-à-dire la cicatrisation des muqueuses. Vous voyez sur cette diapo une patiente
à gauche avec des lésions coliques qui étaient monstrueuses, qui sont très profondes, et après 2 mois de traitement par nutrition entérale, plus en cours de route un début de traitement par immunosuppression humorale, mais qui n'agit pas tout de suite, on voit la belle cicatrisation des lésions coliques. Donc, traitement extrêmement efficace. Nous avons essayé d'objectiver un peu ces notions avec une étude publiée il y a maintenant presque 10 ans sur quelques patients comparant modulène traitement nutrition entérale versus corticoïdes. Et on a bien vu que l'efficacité était bonne et les patients sont en rémission. Ils répondent très bien, même si les taux d'évaluation étaient encore plus faibles en nutrition entérale, donc meilleurs. Mais surtout, la grande différence, c'est le taux de cicatrisation de la muqueuse, mucosal healing en anglais, avec le score CDIS qui est nettement supérieur, donc plus efficace sous traitement nutrition entérale par rapport à une corticothérapie. Ces données ont trouvé l'écho dans d'autres études. Ici, une étude italienne qui a regardé la cicatrisation avec un score histologique, donc encore plus profond que l'endoscopie. Et vous voyez en blanc le traitement nutritionnel versus noir le traitement par corticoïdes, et les scores qui baissent considérablement après une cure de nutrition entérale dans les deux organes, dans l'ilion et dans le côlon. Donc c'est bien acquis, c'est bien efficace le traitement en induction, très peu d'effets secondaires, voire pas d'effets secondaires, mais très contraignant. Alors, se pose la question, et je vais prendre le temps de partager les premiers éléments de réponse avec vous aujourd'hui, est-ce qu'un traitement de nutrition entérale ou nutritionnel plus vaste peut être une solution pour des patients sur la durée, c'est-à-dire pour maintenir la rémission sur plusieurs mois, voire potentiellement plusieurs années? Nous avons essayé de répondre à cette question avec une étude qui s'appelle CD-HOPE. C'est une étude purement pédiatrique. L'inclusion des patients, c'est entre 6 et maximum 17 ans, avec un nouveau diagnostic ou des patients qui ont déjà une maladie traitée et qui est en poussée, avec des patients qui sont à l'inclusion après une cure de modulène de au moins 6 semaines, cure en exclusif, avec une réponse clinique évaluée par un WPCDI, le score de la maladie de Crohn en pédiatrie, inférieur au maximum 12,5 points. Tous les traitements médicamenteux étaient arrêtés au moins 4 semaines avant l'inclusion pour qu'on ait dans une étude avec une évaluation nutritionnelle pure. Cette étude est une étude du GTED pédiatrique qui a été menée dans 21 centres en France, et le recrutement a débuté en décembre 2014 avec l'inclusion du dernier patient en 2018 et la dernière visite en 2019. Vous voyez à droite 112 patients screenés, 100 patients finalement randomisés, avec 49 dans le groupe cyclique, que je vais expliquer tout de suite, et 51 dans le groupe B, qui est un supplément quotidien. Alors, le design de l'étude, il est relativement simple. Vous voyez à 0, c'est le moment de l'inclusion dans l'étude et de randomisation. En amont, c'est les patients qui ont reçu dans leur prise en charge un traitement nutritionnel par nutrition entérale exclusive, au moins 6 semaines, et les patients sont uniquement éligibles s'ils ont répondu à ce traitement avec une rémission clinique, comme indiqué juste à l'instant. Le design prévoit la randomisation, un tirage au sort dans 2 bras différents. Le premier bras en haut est un bras où il y a des cycles de 2 semaines de nutrition entérale exclusif, donc que du modulène, pas d'aliments du tout, sur une durée de 2 semaines tous les 2 mois. Donc, comme indiqué, 6 semaines alimentation normale, libre, il n'y avait pas de restriction, 2 semaines entérale, donc un premier cycle, 6 semaines alimentation libre, 2 semaines entérale exclusif, et ainsi de suite. Donc, il y avait 5 ou 6 cycles sur la durée, et le bras B, le deuxième bras, c'était une alimentation normale de tous les jours, donc pas de restriction, avec un complément sous forme de modulène IBD qui couvre 25% du besoin calorique des patients. Le critère de jugement, c'était le taux de rechute à 12 mois d'évolution, comparant les 2 bras.
un patient qui ne répond pas et qui ne reste pas stable tout au long de l'étude pouvait recevoir un traitement immunosuppresseur. C'était un traitement anti-TNF pour tous les patients qui sortaient, mais les données du patient n'étaient par la suite plus analysées avec les groupes de traitement nutritionnel. Sinon, on aurait dilué les données par les patients qui sont sous biothérapie, s'ils répondent ou ne répondent pas. Alors, les caractéristiques des patients. Pardon, je suis d'abord dans les méthodes. Donc la méthode, j'ai dit, l'objectif primaire, c'est comparer le taux de rechute à 12 mois entre les deux bras. Une rechute était définie par un WP-CDAI supérieur à 12,5 et on a regardé en objectif secondaire les réponses, les rémissions, le taux de cicatrisation de l'endoscopie, de évolution IRM, des biomètres biologiques, paramètres biologiques, voilà, comme la calprotectine, CRP, la croissance, etc. Les caractéristiques des patients, voilà, c'est la bonne diapo. Dans le groupe cyclique versus complément, 49 versus 59 étaient identiques, comparables. Il n'y avait pas de différence entre le nombre de patients avec un nouveau diagnostic qui était à 87 voire 86%. Donc, dans cette étude, il y avait très peu de patients qui avaient une rechute. L'âge était entre 12 et 13 ans et la localisation de la maladie était la localisation classique, le plus souvent iliocécale ou iliocolique. Il y avait une atteinte haute, environ de 10% dans l'étude. Il n'y avait pas d'atteinte périnéale active et la maladie était bien pour tous les patients, sauf 3 qui avaient des sténoses non symptomatiques. Donc, c'était possible d'inclure ces patients. Dès que la sténose est symptomatique, ils ne pouvaient pas être inclus dans l'étude. Il n'était pas patient avec une atteinte périnéale fistulisante ou intra-abdominale. Les résultats. Comme j'ai dit, le critère de jugement était le taux de rechute à 12 mois. Vous voyez sur le tableau en bleu, en haut, le groupe cyclique et en rouge, c'est le groupe avec le complément. Et sur la durée, vous voyez, les courbes se séparent de plus en plus pour avoir une réponse très significative à 12 mois avec un taux de rechute qui est nettement inférieur pour les patients en nutrition antérale cyclique par rapport à un supplément quotidien. Alors les chiffres, les suppléments, il y a 39 sur 51 qui rechutent et en cyclique, il y a un peu moins que la moitié, 24 sur 49 qui rechutent à 12 mois. Donc une différence hautement significative. Les patients ont eu une évaluation à 12 mois aussi par endoscopie. Il y avait 25 patients en cyclique en rémission à 12 mois, dont 20 ont eu une évaluation endoscopique. Et les 12 patients en rémission à 12 mois en nutrition en complément, donc supplément quotidien, ont tous eu une évaluation endoscopique. Ce qu'on voyait sur les résultats, c'est la moitié, donc 11 sur 20, 55%, et 7 sur 12, 58%, avaient une rémission avec cicatrisation de la muqueuse. Ce qui est intéressant à voir, ce n'est pas différent entre les deux groupes, mais on voyait dans le groupe en nutrition entérale cyclique, donc le groupe A, que 13 patients à l'inclusion au début, dans ce groupe-là, avaient une cicatrisation avec une calprotectine qui était normale. Et parmi ces 13, sont restés 11 en rémission profonde avec une cicatrisation objectivée par l'endoscopie, une calprotectine normale à 12 mois, contrairement aux patients qui ont une entérale partielle, donc le complément. 7 avaient une endoscopie favorable, mais parmi les 7, il n'y avait que 4 qui avaient une calprotectine normale. Pour les IRM de contrôle, les résultats sont très incomplets parce qu'on n'avait que 14 et 5 patients qui ont eu une évaluation. Et pour la majorité, il n'y avait pas de normalisation, mais dans le design de l'étude, la difficulté qu'on avait 2 cases à cocher, soit c'était normal, soit c'était anormal. Mais on n'avait pas un score pour évaluer l'évolution, donc les progressions, l'amélioration des patients n'étaient pas du tout documentées. Donc c'est un paramètre qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de force de frappe dans l'interprétation. Alors, la croissance, les patients se sont bien améliorés sous un traitement en nutrition entérale exclusive d'induction, mais au long de l'étude, on ne voyait plus d'effets supplémentaires autres qu'une croissance qui était stable et la prise de poids également,
qui était vrai pour tous les patients qui restaient en rémission. Donc, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. On a cherché la façon comment les patients adhèrent au traitement, la qualité de vie, est-ce qu'il y a un effet d'un bras ou d'un autre, d'avoir une alimentation normale tous les jours et boire un peu de modulène, ça c'était le bras B, donc le supplément quotidien. Envoyer un score de impact, c'est l'outil pour mesurer la qualité de vie en pédiatrie, qui était plutôt très bon, à 141 jusqu'à 154, le maximum c'est 170 points. Et à notre surprise, on ne savait pas comment ça allait évoluer. On voyait le score pour des patients qui faisaient 2 semaines de nutrition entérale exclusif, donc pas d'aliments du tout pendant cette période autre que de modulène IVD. Les chiffres étaient comparables, c'est-à-dire on était dans une excellente qualité de vie. C'était très bien supporté pour tous les patients. Est-ce qu'il y avait des facteurs prédictifs pour savoir est-ce qu'un patient va répondre à ce traitement ? C'est intéressant. Donc, à l'inclusion, on a regardé qu'est-ce qui pourrait prédire une réponse. Et on a vu un patient qui a un score de l'activité de la maladie, le WBP-CDAI, qui n'était pas seulement en rémission, mais qui était à 0, donc aucun signe. Ces patients répondaient mieux. Il y avait moins de risques de rechute par rapport à ceux qui avaient un score relativement bon, mais qui était supérieur à 0. Pareil pour les marqueurs d'inflammation, la CRP, inférieur à 6, c'était prédictif de moins de rechute par rapport à supérieur à 6. Et la quantité de modulène à prendre tous les jours, plus que 1200 millilitres, était prédictif, mais ça correspondait finalement au groupe, c'est le cyclique, parce que dans le groupe supplément, il n'y a jamais cette quantité atteinte. On cherche également des informations dans le microbiote, des changements, et après, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs? D'abord, les changements. On voit sur la partie gauche de la figure le alpha index, c'est l'alpha diversité du microbiote, c'est-à-dire la composition de microbiote et la complexité de la composition. C'est très bien connu qu'un traitement d'induction par nutrition entérale baisse cette diversité. Donc, on voit les chiffres relativement bas. Ce qui est intéressant en rouge, c'est le cyclique. Ça reste tout au long de l'année, donc jusqu'à 12 mois, très abaissé. Donc, c'est pratiquement au même niveau. Par contre, pour la partie bleu-vert à droite, on voit que ça remonte tout doucement sous traitement de suppléments quotidiens. Donc, peu importe la méthode qu'on utilise, ça c'est indiqué au milieu, les cycliques restent toujours plus bas que les patients qui ont un supplément. Donc, les cycliques maintiennent le niveau qu'on atteint avec une nutrition entérale exclusive au bout de 6-8 semaines. Ils restent toujours bas. Par contre, les autres remontent tout doucement à ce qu'on voyait avant le traitement. Et si vous faites une illustration graphique, comment évolue le microbiote avec le temps en 2-dimensionnel, dans le nuage à droite, le bleu foncé, c'est le début, donc à l'inclusion, après le traitement nutritionnel de 6 semaines en exclusif, et vous voyez le jaune, ça diminue dans un sens par rapport à ceux qui ont un supplément quotidien qui monte le bleu léger vers la gauche en haut. Alors, est-ce que ces changements dans le microbiote, au moment de l'inclusion dans l'étude, peuvent prédire si un patient répond ou ne répond pas au traitement nutritionnel proposé? Il y a quelques petits signes. On voit la présence plus importante de Klebsiella ou Enterobacter, Citrobacter, Fecaliomonas. C'est plutôt en faveur d'une rechute et quelques groupes de bactéries qui sont un léger signe plutôt en faveur de rester en rémission. Si on travaille avec ces données, on peut extraire une information très, très intéressante qui est résumée sur cette diapo. Si on compare les patients qui ont un niveau d'Enterobacter qui est relativement faible à l'inclusion dans cette étude par rapport à patients qui ont des Enterobacter à un niveau très élevé, vous voyez une survie, donc un risque de rechute qui est tout au long de l'étude très, très différente entre les deux groupes. Alors, j'explique. Les patients qui ont un niveau très haut d'Enterobacter, donc c'est indiqué en bleu sur ce tableau-là, sur cette figure-là, ont une survie, c'est-à-dire une possibilité de rester sans rechute, de rester en rémission, qui est nettement inférieure, donc ils rechutent beaucoup plus vite et beaucoup plus nombreux que les patients qui ont un niveau d'Enterobacter qui est nettement plus faible.
Donc ça, c'est une donnée très intrigante qui est sortie de cette étude, qui nous permettent de résumer à peu près les résultats de la façon suivante. Donc c'est la première fois qu'il y a un essai randomisé nutritionnel entrepris en pédiatrie pour la maladie de Crohn et pour les patients adultes d'ailleurs, il n'y en a pas non plus. C'est un traitement nutritionnel pur, donc il n'y a pas de médicament autorisé en parallèle. Dès qu'un patient rechute ou reçoit un médicament, il sort de l'étude, les données ne sont pas mises ou mélangées avec les patients qui restent sous traitement nutritionnel, donc c'est que traitement nutritionnel. Les patients, oui, c'est un groupe hautement sélectionné parce que c'est que des patients qui répondent au traitement d'induction, qui sont choisis après pour faire le traitement d'entretien sur 12 mois. D'ailleurs, c'est assez logique, vous n'avez pas envie de proposer ça à un patient qui échoue déjà ce traitement en nutrition entérale exclusif. Et ce n'est pas très éthique d'inclure des patients qui ont haut risque de ne pas entrer en rémission dans une étude comme ça. C'est pourquoi on a limité uniquement aux répondeurs avec rémission. Et on voit que les patients qui reçoivent un supplément nutritionnel quotidien, ils rechutent en très grand nombre, c'est 70% dans cette étude. Ça correspond à peu près aux données qu'on connaît depuis toujours. Le nombre de patients sans traitement qui rechutent, c'est pratiquement 3/4, 80% en une année, quand ils n'ont aucun traitement. Par contre, le nouveau traitement fait pour la toute première fois, le traitement nutritionnel cyclique, 2 semaines sur 8, a montré que la moitié des patients restent en rémission. Et on a vu dans les données de suivi endoscopique, la moitié a cicatrisé la muqueuse, mais si on regarde le nombre des patients qui avaient une calprotectine normale à l'inclusion, c'est-à-dire indicateur d'une cicatrisation de la muqueuse complète, 11 parmi ces 13 restaient tout au long de l'étude en rémission avec une cicatrisation complète, une calpro normale. Les facteurs prédictifs d'une rechute, intéressant d'avoir le cyclique, bon, ça c'est logique, si c'est supérieur, donc c'est plutôt avoir le cyclique qui prédit une réponse positive, d'avoir une CRP négative et un PCDAI à 0 à la visite inclusion est très innovateur et intéressant à vérifier et valider dans une étude séparément. Les patients qui ont un haut niveau d'entérobactère sont ceux qui rechutent le plus facilement. Et on a vu qu'un effet direct sur le microbiote est effectivement un des mécanismes moléculaires par lequel le traitement nutritionnel impacte et peut obtenir cet effet positif. Mais là, il y a beaucoup de questions et pas encore beaucoup de réponses à ces questions, comment ça fonctionne précisément. J'aimerais bien terminer avec un remerciement à tous mes collègues, à tous nos collègues qui ont participé à cette étude à travers la France. C'était une étude qui a duré 5 ans pour les inclusions, plus encore 3 ans pour les analyses, une étude majeure, mais ça montre la beauté d'avoir un réseau comme le GTED pour les collègues adultes et le GTED pédiatrique. Et nous avons de quoi faire en France pour avancer la recherche pour nos patients. Voilà, avec ça, j'aimerais bien vous remercier pour votre attention et je crois que Nadège va reprendre pour qu'on puisse répondre à vos questions. Un grand merci. Absolument, merci beaucoup Franck et Isabelle pour vos présentations. On va passer à la session questions-réponses. On a quelques questions dans le chat. On va faire le tour de ces questions. Moi, j'en ai une à titre personnel pour Isabelle parce que je suis désolée, je lui ai zappé sa première slide. Isabelle, si on peut juste rappeler à quelles recommandations, les dernières recommandations auxquelles vous faites référence, quelles sociétés savantes ont émis les en fait, je l'ai dit à l'oral, mais c'est les recommandations européennes, les recommandations américaines et les recommandations de décembre 2024 françaises du GTED. D'accord, merci bien. Alors, on a une question autour de la consommation d'aliments riches en oméga 3. Si le patient ne veut pas en consommer, est-il possible de proposer une complémentation en oméga 3? Ça, c'est une question pour Isabelle. Alors, il y a des études qui ont comparé et en fait, non, les compléments alimentaires, que ce soit en gélule ou autre, ne montrent pas les mêmes bénéfices qu'une alimentation riche en oméga 3. Mais je crois que Nadège, si je peux Oui, ajouter, bien sûr. c'est très important de séparer deux choses.
Les données de nutrition, alimentation, qu'Isabelle a montré au début, que moi j'ai repris un tout petit peu par la suite, c'est dans le risque de développer la maladie. Donc, si Oui, vous posez voilà, la c'est pas chez le patient. voilà, la fratrie autour de la famille, qu'est-ce que je peux faire, quels sont les moyens, c'est là on a des données pour dire, voilà, ces facteurs-là ont été identifiés d'être à risque de développer la maladie plus tard. Ce sont des études épidémiologiques, donc ce n'est pas vraiment la preuve, mais c'est fort probable. Par contre, traiter un patient qui a la maladie, là, on a besoin des études cliniques, comme Isabelle vient de dire. Ouais. Tester d'augmenter l'un ou l'autre, ben là, on a des preuves pour dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Donc, c'est ces deux situations qu'il ne faut pas mélanger parce qu'on a un peu tendance de dire, voilà, beaucoup de ci ou beaucoup de ça, c'est néfaste ou ça peut être. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, merci. Merci. On a une autre question, merci, autour de la prise du modulène dans vos services respectifs. Est-ce que c'est plutôt pris par voie orale ou par voie entérale? Tu commences, Isabelle? Alors nous, c'est oral. En fait, je pense que c'est important, mais ça, c'est plus les diététiciennes qui font. Mais l'idée, c'est de présenter, d'expliquer aux patients comment on fait, de les faire goûter. Et la plupart des patients l'ont par voie orale. En pédiatrie, aujourd'hui, c'est pareil, quoique moi, j'ai succédé à Jacques Schmitz, qui était un des pionniers dans le domaine de traitement nutritionnel pour les Mickey, et lui, il traitait tous ses patients par sonde. C'est plus simple par sonde, parce que boire 2 litres et demi d'un lait modulène qui est buvable, pour ceux qui l'ont goûté, c'est un goût de lait, donc c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. 2 litres et demi tous les jours, c'est très contraignant. Donc lui, il avait la traduction nutrition entérale égale sonde, d'où le nom un peu aussi nutrition entérale, et ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun stress pour boire la quantité, c'est un débit constant 24 heures sur 24 ou 23 heures et demie sur 24 parce que la demi-heure de douche s'était permis d'arrêter. Mais les études qu'on a fait avec nos psychologues, c'est les répercussions de la sonde, c'était un cauchemar. Les patients ne voulaient pas ce traitement à cause de la sonde. Et moi, j'ai pris un peu le relais. J'ai dit pourquoi pas le faire Péros, comme Isabelle vient de le dire en milieu adulte, mais non, c'est standard également. Et on a comparé l'efficacité sonde versus Péros et il n'y a aucune différence. La seule différence qu'on a vue avec sonde, ça va un peu plus vite pour diminuer l'inflammation que le prendre Péros. C'est un peu logique parce qu'on a plus vite la quantité que quand on commence et on augmente de jour en jour. Mais c'est plus simple, mais ça reste un effort. Donc, pour motiver les patients, nous, en pédiatrie, on regarde la courbe de croissance. Ça, c'est un peu le secret pour réussir. Moi, j'invente des histoires. C'est une diète astronaute parce que quand ils vont dans leur fusée sur la Lune, ils ne partent pas avec steak frites et micro-ondes. Et surtout, on donne un timing très précis. Les patients commencent le jour J et on arrête, on recommence une alimentation un jour très précis. Donc, c'est un peu un contrat qu'on fait où les patients comptent parfois les jours, mais ils y tiennent comme ça. Et il faut valoriser cet effort, surtout pour les ados. Ils ont autre chose à faire que prendre un lait tous les jours. Alors, on a une question qui complète celle que je viens de poser. Y a-t-il une efficacité différente entre une prise de modulène exclusive per os par rapport à la voie entérale? Bon, je pense qu'on a dit non. L'élément dans la question était exclusif. Quand c'est sans manger, sans alimentation, sans rien autre, ça devient une arme extrêmement puissante. C'est anti-inflammatoire, ça fonctionne bien, peu importe la voie. Sonde ou Péros, c'est aussi efficace. Mais dès que c'est partiel, donc c'est un complément, même s'il y a peu d'apport calorique par aliment, ça perd son efficacité en termes d'effet anti-inflammatoire. Alors, une question pour Isabelle. Quel traitement pour un patient adulte en poussée depuis 1 an dont les crises ne sont pas calmées sous cortisone? Alors, il y en a plein. En fait, globalement, comme on a vu, chez l'adulte, il y a quand même actuellement pas mal de biothérapie. Donc, je pense qu'il faut… ça dépend de la localisation du Crohn, ça dépend des complications éventuelles, mais il faut discuter des biothérapies plutôt qu'une nutrition entérale, sauf cas particulier. Je ne sais pas si c'était ça la question. Une question pour Franck. Y aurait-il
un intérêt à faire une analyse du microbiote en routine? Aujourd'hui, non, mais la recherche avance tellement vite. Je crois que c'est un outil, c'est un peu de la musique du futur, intéressant de savoir qui sont les patients qui répondent à ce traitement nutritionnel, parce que si on n'a aucune efficacité et on peut le prédire, c'est beaucoup plus performant qu'imposer un traitement qui ne marche pas très bien à un patient et finalement c'était prévisible. Mais c'est musique du futur. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire une analyse qui soit coûte très cher, complète du microbiote. Déjà, le concept de dysbiose, c'est très relatif, c'est-à-dire cette déformation inflammatoire du microbiote. Il y a des données de recherche intéressantes, mais de dire un patient X aujourd'hui a cette dysbiose et on vise de corriger dans ce sens-là par un traitement X ou Y, nutritionnel ou autre, on n'y est pas. Mais je pense que dans quelques années, on va avoir des éléments. Et nous, on va poursuivre cette hypothèse d'entéropactère, l'abondance d'entéropactère chez nos patients qui ont ce traitement nutritionnel pour voir est-ce que ça se confirme. Et après, il y a peut-être moyen de tester ça très simplement en amont d'un traitement. Alors, on a une autre question autour de voilà, un régime sans gluten, sans lactose et sans viande rouge est-il aussi efficace à défaut de la nutrition entérale exclusive? Non. Non, non, enfin, l'idée vraiment, c'est, je sais que c'est très à la mode des régimes sans tout, mais il n'y a aucune donnée scientifique de l'efficacité, alors chez l'adulte, hein, des régimes très restrictifs sans beaucoup de choses, sans gluten, sans lactose, sans viande rouge, sans produits comme le paléolithique que j'ai vu passer, ou auto-immun ou anti-inflammatoire. Il n'y a pas de données scientifiques de réduction de l'inflammation, et en plus, ça a des conséquences très importantes chez les individus. Moi, je fais beaucoup d'ETP, les gens qui se restreignent s'isolent socialement. Donc, non seulement ça a un effet délétère, mais ça a en plus un effet délétère social. Donc, je pense que vraiment, ce n'est pas le message. Et j'ajoute pour les ados, les enfants et surtout les ados, c'est la période dans la vie où on a un besoin calorique, un enfant en calories qui doit être optimal pour grandir. Nous voyons dans nos consultations en pédiatrie des patients qui ne grandissent pas bien parce qu'ils subissent ou ils choisissent avec les parents un régime d'exclusion draconien qui finalement aboutit à avoir un apport calorique inférieur aux besoins. Donc ça peut être même dangereux. Et comme Isabelle l'a dit, je pense sans preuve scientifique, il ne faut pas s'aventurer dans des régimes. Quelqu'un a dit, je connais quelqu'un, etc. Ça ne va pas avancer et souvent, ça peut avoir des effets négatifs, on va dire. Alors, il y a une question aussi autour de qu'est-ce qu'on peut rajouter au modulène? Quel arôme mettre dans le modulène par voie orale? Alors, nous, ils mettent du chocolat en poudre et du café chez les adultes. Je ne sais pas si chez les enfants font différent. Pour le café, on n'a pas expérimenté. Je ne sais pas si les patients l'ont fait en douce. En tout cas, ils ne me l'ont pas dit. C'est le cacao pur parce que les ajouts, souvent, sont des trucs ultra transformés. Donc, il faut se méfier, il faut bien choisir. Et Nestlé, Nadège, je crois, Nestlé avait proposé même des ajouts en Angleterre, je ne sais pas, en France, on ne les a pas vus, qu'on a finalement retiré parce qu'il y avait trop de doutes sur est-ce que c'est transformé et qu'est-ce que ça contient comme élément peut-être pro-inflammatoire. Dans mon expérience qui commence à dater, je crois que ça fait 25 ans que je fais ça, de modulène chez les patients avec maladie de Crohn, la majorité des patients, ils le prennent pur parce que ajouter, c'est moins bon. Et quelques-uns qui prennent du chocolat, mais comme on ne peut pas le réchauffer, ce n'est même pas beaucoup de patients. Oui, effectivement, on avait essayé de trouver des arômes, mais c'est compliqué, effectivement, sans rajouter des additifs, etc., des choses transformées. Ok, merci. J'avais une autre question concernant donc le régime cyclique dans la phase d'entretien. Combien de temps faut-il le continuer? Est-ce qu'il faut le faire toute la vie par rapport à vos résultats d'études, Franck? C'est intéressant.
Alors, comme j'ai exposé, on l'a fait, les premiers patients, ça date déjà il y a quelques années. Donc, moi, j'ai des patients qui ont participé à l'étude, qui ont continué le régime parce qu'ils étaient en rémission profonde. On a fait des examens à la fin d'études, mais par la suite, on a fait des endoscopies même à 24 mois, donc 2 ans, voire un peu plus après. J'ai des patients qui, depuis 3 ans et demi, voire 4 ans, sont sous régime cyclique sans autre ajout, qui sont confortables. Mais il y a des patients qui s'en lassent, donc ils ont arrêté, pas pour inefficacité, parce qu'ils disent, bon, j'ai donné à un moment donné, même les 2 semaines, c'est trop pour moi. Et il y a des patients qui ne restent pas stables. Donc, je pense que la réponse est individuelle, mais il y a des patients qui sont répondeurs à ce traitement nutritionnel, qui sont candidats, je pense, pour avoir un régime sur la durée, comme un traitement d'entretien sur plusieurs années. Alors une question autour de l'indication de Modulène, la place de Modulène chez l'adulte, selon vous, Isabelle? Ah bah alors, la place, c'est facile, c'est ce que je disais, c'est une maladie de Crohn, du grêle plutôt, mais d'une maladie de Crohn compliquée, d'un abcès. En fait, c'est tous les moments où on ne peut pas utiliser ni les corticoïdes ni les biothérapies. Donc, typiquement, le cas clinique, une maladie de Crohn iliale fistulisante avec un abcès. Merci. Et avant chirurgie, en fait, ce que vous avez Et avant montré? chirurgie, oui. Ouais. Ouais, toujours. Mais c'est souvent les mêmes patients, hein. C'est les mêmes qu'on opère. Alors, les patients dont leur calprotectine de départ était négative, quel autre élément fiable de surveillance afin de déceler la rechute? Là, c'est les données de l'étude, mais je pense que c'est dans la prise en charge globale de nos patients. Il y a des signes cliniques, il y a des signes inflammatoires, et la calprotectine est l'élément qui se rapproche le plus à l'état de la muqueuse, donc endoscopique, qu'on verrait quand on fait une endoscopie. Donc, les endoscopies sont très importants pour vérifier la cicatrisation de la muqueuse, mais infaisables pour répéter cet examen régulièrement. Donc, dans la prise en charge clinique, c'est le bilan biologique avec CRP-albumine, comme Isabelle a montré dans le cas quand la patiente était très symptomatique, la calprotectine et l'état clinique qu'on surveille. Donc, l'étude mimique la prise en charge clinique des patients de routine. Après, probablement, on utilisera peut-être plus les échographies intestinales qui permettront d'éviter les IRM. Oui, bon point. Ça a pris plus de place aujourd'hui, et notamment en pédiatrie où les patients sont souvent pas très obèses, mais il y en a aussi. Mais au moins, on voit très bien le grêle. Donc, c'est une alternative dans le futur, oui. Alors, une question pour Isabelle. Pouvez-vous redire quand privilégier pour les adultes la NE ou la NP lorsque le patient a la maladie de Crohn? En fait, on privilégie toujours la NE et la NP, la nutrition parentérale exclusive, on ne la préconise que quand on a une intolérance ou un échec de la NE. Hein. Il y a des gens, ils ne peuvent pas avaler ni le Modulène, ils ne peuvent pas avoir de sonde, ou alors quand on a un grêle court ou pour passer un cap. Mais on privilégie toujours la nutrition entérale. Merci bien. On arrive maintenant à la fin du temps de ce webinaire. On a eu de nombreuses questions, de nombreuses interactions. Donc, merci à tous. Je tenais particulièrement à remercier le docteur Nion-Larmurier et le professeur Rumeleux d'avoir été nos orateurs. Merci. Également, je remercie les nombreux participants lors de ce webinaire organisé par Nestlé Health Science. J'espère que vous avez pu profiter et apprendre de ces deux expertises. Vous aurez accès très prochainement au lien vers le replay. Il me reste à vous souhaiter bonne journée et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Et au Au revoir. revoir.